Thank you, Terry. Merci Terry et merci à vous tous d'être ici ce soir. Cette soirée va être passionnante et intéressante, stimulante, fascinante. Vous pouvez rajouter des adjectifs si vous voulez, et en grande partie parce que chacun d'entre vous apporte à cette soirée sa propre quête de connaissance et de compréhension. Je suis ici pour vous présenter le docteur Olivier Sacks, c'est donc mon rôle, puisque je suis en quelque sorte de l'académie. Je voudrais noter qu'il est actuellement professeur de neurologie clinique et de psychiatrie et professeur d'université à l'université d'Amber. C'est remarquable, c'est important et cela signifie probablement quelque chose pour moi et 5 autres personnes dans cette pièce. Chacun d'entre vous a lu la biographie du Dr Sacks qui est dans le programme et chacun d'entre vous sait donc que le docteur Olivier Sacks a passé sa vie d'adulte à travailler et à aider des personnes souffrant de certaines des maladies cérébrales les plus dévastatrices que l'on puisse imaginer, de la maladie du sommeil à la maladie d'Alzheimer, en passant par le syndrome de Tourette. Le New York Times l'a appelé le poète lauréat de la médecine. Mais qu'est-ce qui donne à cet homme, auteur de 9 best-sellers et détenteur de plus de prix et de distinctions que vous ne pouvez en compter, l'âme d'un poète et l'esprit d'un scientifique? Ce soir, quelqu'un qui a lu tous les livres du Dr Sacks et l'a entendu parler auparavant, connaît alors sa capacité à voir l'espoir pour chaque patient, sa capacité à voir un patient avant tout comme un être humain, quelle que soit l'affliction dont il souffre. C'est ce qui fait du Dr Sacks un scientifique hors du commun, et encore plus que ça. Ce nouveau professeur de l'Université de Columbia, en fait si nouveau qu'il m'a dit qu'il n'avait pas encore de bureau à Columbia, ce qui, m'a-t-on dit, est la spécificité de notre faculté dont beaucoup souffrent d'ailleurs. Le Dr Sacks est toujours curieux, toujours en train de chercher. Il m'a dit ce soir qu'il n'avait jamais travaillé avec la schizophrénie. Et maintenant, dans sa 75e année, il se lance dans une nouvelle quête de connaissances et dans une nouvelle approche des humains. Ce soir, le Dr Sacks parlera de son nouveau livre, Musicophilia, dans lequel il affirme que la musique fait partie de l'être humain. Nous le savons intuitivement, mais le Dr Sacks a eu la perspicacité et l'engagement de lier la musique à l'espoir et au réconfort des personnes atteintes de maladies. C'est son génie, mais c'est aussi son humanité. J'ai le privilège et l'honneur de vous présenter le docteur Olivier Sacks. Merci beaucoup, chancelier. Pouvez-vous me dire si vous m'entendez trop fort ou trop faible? Vous m'entendez là-haut? Ok. C'est un grand plaisir d'être à nouveau dans ce magnifique théâtre, bien que j'avoue être légèrement terrifiée en voyant ces rangées de vous monter au plafond. Et c'est un grand plaisir d'être à nouveau à Portland, qui a été une de mes villes préférées depuis que je suis arrivée aux États-Unis en 1960. Et bien sûr, c'est une grande ville littéraire avec Powell et son incroyable système de bibliothèque publique. La dernière fois que je suis venue dans ce théâtre, c'était il y a 5 ans, quand mon livre Uncle Tugsten, qui a été publié traitant des souvenirs de mon enfance de chimiste en herbe, et bien sûr, dans mon enfance de petit chimiste, un de mes héros était Linus Pauling. Et Linus Pauling, comme la plupart d'entre vous le savent, a passé son enfance de chimiste ici à Portland et il a vécu ici de 9 à 17 ans. Et la dernière fois que j'étais ici, Terry Bristol m'a emmené dans sa maison où il a fait toutes sortes d'expériences périlleuses et fascinantes.
et j'espère qu'elle sera transformée en musée un jour. Il est vraiment l'un des plus grands Orégoniens. La musique. Je suis le moins doué d'une famille de musiciens. Quand j'ai grandi, il y avait 2 pianos à la maison. Mes frères jouaient de la clarinette et de la flûte. Nous avions une pièce dédiée à la musique à la maison et jouaient Bach, toujours Bach. Si bien qu'à 5 ans, quand on m'a demandé ce que je préférais le plus au monde, j'ai répondu le saumon fumé et Bach. Et même si vous ne m'accordez pas que Bach soit du Nord-Ouest, vous devriez approuver le saumon fumé. Mon père et un de mes frères étaient très bons musiciens et je pense qu'ils auraient pu être des professionnels. Je l'étais beaucoup moins, mais je pense que j'étais dans une meilleure position que William James, qui a écrit dans les 1500 pages de ses principes de psychologie qu'une seule phrase et qui est plutôt dédaigneuse à propos de la musique. Il parle de la sensibilité à la musique et dit qu'elle n'a aucune utilité zoologique. Elle ne correspond à aucun élément de l'environnement naturel. C'est un pur incident lié à la présence d'un organe auditif, tout comme la sensibilité au mal de mer. Mais évidemment, pour toutes les raisons que je pourrai évoquer plus tard, la musique existe et est centrale dans toutes les cultures que nous connaissons. Elle est centrale dans la vie religieuse, dans la vie ludique et esthétique, dans toutes les formes d'activité. Il y a des flûtes en os et d'autres instruments remontant à 50 000 ans qui ont été retrouvés. La musique semble être une partie essentielle de la condition humaine. Et même si elle n'a pas d'utilité zoologique, peu importe ce que cela signifie, elle a une grande utilité et un grand rôle culturel. Mais comme le dit William James, la sensibilité à la musique varie beaucoup et il y a un certain nombre de personnes qui, bien qu'elles aiment la musique, sont un peu sourdes. Et ils peuvent chanter avec exubérance dans leur bain, d'une manière qui les ravit et qui est vaguement dérangeante pour les autres. J'avoue qu'il y a quelques années, je me suis plutôt éloignée de la pratique religieuse, car il y avait un petit temple, une petite synagogue dans le Bronx où je vivais, où il y avait un cantor sourd. Mais il était très ambitieux, il aimait la musique et il se voyait comme un grand cantillateur. Et la cantillation implique souvent des sortes d'excursions tonales élaborées, des voyages de tons élaborés, et il faut revenir au point de départ. Et il finissait avec un demi-octave d'écart et je partais dans un état d'agonie acoustique. Et je n'y suis plus jamais retournée. Et il y avait cette célèbre colorature à New York, Florence Foster Jenkins, qui se considérait comme une grande soprano d'opéra, et elle chantait atrocement faux. Mais elle avait beaucoup d'adeptes, et que ce soit malgré ou à cause de cela, je ne pense pas qu'elle ait jamais réalisé à quel point elle était ridicule, mais elle était aussi une grande comédienne. Mais beaucoup plus rarement, il y a une sorte de déficience de la perception musicale ou amusie qui est si grave que les gens ne peuvent reconnaître aucune musique et, dans un certain sens, ne savent pas ce que signifie la musique. J'ai rencontré un cas pour la première fois chez un collègue français, le docteur Lermite, un neurologue. Et il m'a dit que s'il entendait de la musique, il pouvait soit dire que c'était la Marseillaise ou que ce n'était pas ça.
Malheureusement, j'ai oublié de lui demander comment il pouvait savoir si c'était la Marseillaise. Je suppose que c'est parce que les gens saluent ou se mettent au garde à vous. Mais je vais prendre la liberté de lire un petit extrait de mon livre Musicophilia à propos d'une femme que j'ai rencontrée et qui souffrait d'amusie. Dolores, une jeune femme intelligente de 76 ans qui n'avait jamais entendu de musique, disait-elle. Bien qu'elle soit capable de reconnaître toutes les voix et tous les autres sons, seule la musique lui échappait. Elle a dit que lorsqu'elle était au jardin d'enfants, on demandait aux enfants de chanter leur nom. Mais elle ne pouvait pas faire ça car elle ne savait pas ce que signifiait chanter. Elle ne pouvait pas non plus percevoir ce que les autres enfants chantaient. En deuxième et troisième année d'études, elle a dit qu'il y avait un cours pour apprécier la musique dans lequel divers morceaux, y compris l'ouverture de Guillaume Tell, étaient joués. Elle ne pouvait en reconnaître aucun. Son père a acheté un tourne-disque et des disques pour qu'elle puisse les écouter, mais elle ne pouvait toujours pas les reconnaître. Elle avait beau les écouter, ça ne l'aidait pas. Il y a aussi acheté un petit piano, un jouet dont on pouvait jouer avec des chiffres et c'est ainsi, dit-elle, qu'elle a appris à jouer Mary Had a Little Lamb et Frère Jacques, sans avoir l'impression de produire autre chose que du bruit. Si les autres jouaient les chansons, elle ne pouvait pas dire s'ils faisaient des erreurs. Si elle faisait elle-même une erreur, elle pouvait le dire, mais seulement en le voyant avec ses doigts, pas en l'entendant. Elle venait d'une famille très mélomane et sa mère en particulier l'accusait et lui disait « Qu'est-ce que tu as contre la musique ? Pourquoi ne peux-tu pas l'aimer comme tout le monde ?» Et elle a souffert du poids de cette accusation pendant vraiment toute une vie et elle a fait de son mieux pour aimer la musique. Un ami de la famille qui était spécialiste de l'audition a essayé de faire des tests avec elle et il a découvert qu'elle ne pouvait vraiment pas dire si une note était plus haute ou plus basse qu'une autre. Elle ne pouvait pas entendre les demi-tons ou les tons. En fait, il lui manquait les éléments constitutifs de la mélodie et de la musique. Et bien que son sens du rythme soit bon, elle n'avait pas le sens de la tonalité. À l'école, elle s'est mise à aimer les chansons de guerre. C'était dans les années 40. Je les ai reconnues à cause de leurs mots, disait-elle. Tout ce qui est avec des mots est acceptable. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait quand on jouait de la musique et elle m'a répondu « Si vous étiez dans ma cuisine et que vous jetiez les casseroles sur le sol, ce serait la même chose. » Pour revenir à sa journée d'école, elle a dit qu'elle ne pouvait pas reconnaître la musique consacrée au lever du drapeau. J'ai dû attendre que les autres se lèvent, donc c'était probablement comme ça avec le docteur Lermite. Elle ne connaissait pas Happy Birthday, même si lorsqu'elle est devenue institutrice, elle a dû passer l'enregistrement 30 ou 40 fois par an, chaque fois que ses élèves avaient un anniversaire. Plus tard, elle m'a dit que sa mère avait eu une attaque cérébrale et avait été mise dans une maison de retraite et que toutes sortes de musique, toutes sortes d'activités, mais surtout la musique, la ravissait et la calmait. Mais elle m'a dit que si elle était dans la même situation, la musique empirerait son état et la rendrait folle. Et puis, il y a 7 ou 8 ans, cette dame perplexe a vu un article dans le New York Times disant que des chercheurs au Canada travaillaient sur cette affection qui décrivait une affection similaire à la sienne. Elle a dit à son mari « C'est comme moi » et elle a pris contact avec les chercheurs au Canada. Ils sont venus, ils l'ont examiné en détail et lui ont dit oui, non, ce n'est pas une névrose. Vous n'avez rien contre la musique. C'est une vraie maladie. C'est une maladie neurologique. Et elle a été très soulagée d'apprendre cela, car elle avait souffert toute sa vie d'une sorte de culpabilité en pensant qu'elle avait quelque chose contre la musique. Elle a alors demandé si d'autres personnes étaient atteintes de la même maladie qu'elle, et ils ont répondu oui, quelques personnes. Et on lui a présenté des frères et des sœurs d'Amusie.
Vous savez, l'une des choses les plus pénibles quand on est atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, c'est de penser qu'on est unique. D'abord, penser qu'on est un imposteur, puis penser qu'on est le seul. Et ils l'ont rassuré sur ces deux points-là. Ils lui ont aussi dit d'arrêter d'aller au concert. Elle avait passé toute sa vie à s'ennuyer ou à être atrocement gênée par la musique. On lui a dit que si son mari lui demandait d'aller au concert, il fallait lui dire « Vas-y toi, moi j'irai au cinéma ». Et elle a dit qu'elle aurait aimé qu'on lui donne ce conseil quand elle avait 7 ans et non 70 ans. Les chercheurs de Montréal qui ont travaillé sur cette question ont maintenant découvert que toutes les personnes souffrant de cette amusie congénitale présentent une anomalie anatomique particulière dans le lobe frontal et le côté droit du cerveau. Je me suis demandé pendant un moment si ce serait autre chose que de l'eau. C'est pourquoi, dans l'obscurité ici, ça ressemblait un peu à du vin blanc et j'espérais que ça pourrait en être. Maintenant, ces dernières années, il est devenu possible d'observer le cerveau en direct et aussi de faire de l'imagerie fonctionnelle lorsque les gens écoutent de la musique, imaginent de la musique, rêvent de musique, composent de la musique. Et il y a eu beaucoup de travaux sur les cerveaux des musiciens et les autres. Un homme appelé Schlog à Harvard a mené des études fascinantes pendant plusieurs années et a vraiment montré l'effet énorme que la musique peut avoir sur le développement de diverses parties du cerveau. Et d'une manière tout à fait visible, une partie du cerveau appelée le corps calleux, qui relie les deux moitiés du cerveau, s'agrandit chez les musiciens professionnels. Les parties auditives du cerveau s'agrandissent, se développent. Certaines parties motrices du cerveau se développent parce que lorsqu'on écoute de la musique, même si on ne suit pas ostensiblement le rythme, le cerveau le suit. Et bien qu'en regardant les différents cerveaux, on ne puisse pas dire que c'est un Einstein, c'est un physicien théorique, c'est un artiste plasticien, c'est un écrivain, c'est un politicien, c'est un chancelier d'université. On peut dire en revanche lorsque c'est un musicien. Le cerveau des musiciens, et en particulier des musiciens de scène, présente des modifications visibles même à l'œil nu. Et ces changements peuvent également se produire assez rapidement, de sorte que si l'on fait des exercices avec 5 doigts en quelques minutes, on peut constater des changements dans le cerveau. Et avec la formation musicale intensive, la formation Suzuki donnée aux enfants, on peut voir d'énormes changements dans le cerveau en 1 an. Cela met donc en évidence la plasticité du cerveau et le pouvoir de la musique. Et aussi le fait qu'une grande partie du cerveau est impliquée dans la réponse à la musique, tant dans la perception du rythme, de la hauteur, de tous les différents attributs de la musique, que dans l'énorme réponse émotionnelle à la musique. Il y a vraiment beaucoup plus de parties du cerveau qui sont impliquées que pour la perception du langage. Il y a 20 ou 30 parties différentes du cerveau qui sont impliquées dans la réponse à la musique et elles ne sont pas les mêmes chez 2 personnes. Et parfois, j'en témoigne, elles changent à différents moments de la vie. La mémoire de la musique ou la musicalité d'une personne telle qu'elle est, en partie parce qu'elle est si largement répandue dans le cerveau, a tendance à survivre à toutes sortes d'accidents neurologiques, y compris la maladie d'Alzheimer qui peut causer tant de dommages dans tous les autres domaines. Une autre personne dont je parle dans mon livre l'a démontré à un degré des plus remarquables. Sa fille m'avait écrit en premier lieu au sujet de son père.
un homme appelé Woody Geist. Elle m'a dit qu'il avait commencé à montrer des signes d'Alzheimer 13 ans auparavant, à l'âge de 67 ans. Et elle a ajouté que la maladie avait apparemment envahi une grande partie de son cerveau et qu'il ne se souvenait plus de rien de sa vie. Cependant, il se souvient de la partie baryton de presque toutes les chansons qu'il a chantées. Il s'est produit avec un groupe a cappella de 12 personnes pendant près de 40 ans. La musique est l'une des seules choses qui lui permettent de rester ancré dans ce monde. Il n'a aucune idée de ce qu'il faisait dans la vie, de l'endroit où il vit maintenant, ou de ce qu'il faisait il y a 10 minutes. Presque tous les souvenirs ont disparu, sauf la musique. Elle a poursuivi en disant qu'il a fait la première partie de Radio City Music Hall en novembre dernier. Le soir où il s'est produit, il ne savait pas comment nouer une cravate. Il s'est perdu en se rendant sur scène, mais la performance, parfaite. Il a chanté magnifiquement et s'est souvenu de toutes les parties et de tous les mots. Ensuite, quelques semaines plus tard, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Geist. Il est venu avec sa femme et sa fille qui m'avaient écrit. Il portait un journal avec lui, le New York Times, soigneusement plié. Au début, j'ai pensé qu'il avait l'air très normal, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était le New York Times ou même un journal. Et pourtant, sa façon de le tenir était parfaite. Mais il n'y avait pas que ça. Il avait été un très bon joueur de tennis. Il ne savait plus ce qu'était une raquette de tennis, mais s'il se trouvait sur un court et qu'on lui donnait une raquette et qu'on lui lançait une balle dans la direction voulue, il renvoyait la balle précisément. C'est donc quelqu'un qui a conservé des gestes, mais qui a perdu les événements et les faits. Lorsque je lui ai demandé comment il allait, il m'a répondu aimablement « Je pense que je suis en bonne santé ». Cela m'a rappelé comment Emerson, après être devenu gravement dément, répondait à ce genre de questions en disant calmement « J'ai perdu mes facultés mentales, mais je vais parfaitement bien ». Et vous savez, et d'ailleurs c'est regrettable à notre époque où les choses sont si médicalisées et si pleines de honte et de stigmatisation, de mortification. Vous savez, cette attitude joyeuse à propos de la démence est admirable. Et alors, il y avait une sorte de douceur, une sorte de raison et une sérénité chez Woody. Il était profondément dément, sans aucun doute, mais il avait conservé son caractère, sa courtoisie, sa prévenance. Tous les comportements de civilité étaient là, ainsi que, bien sûr, ses formidables pouvoirs de performance musicale. Et puis, je lui ai demandé de chanter et il l'a fait avec son... En fait, quand il est arrivé, il avait en quelque sorte... il avait sifflé. Et alors, donc, je lui ai demandé de chanter et il a chanté magnifiquement et avec sensibilité et s'est tourné vers sa femme et sa fille et il semblait totalement lui-même et totalement présent alors que quelques secondes plus tôt, il était cet homme profondément, ce charmant mais en quelque sorte profondément confus. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire et on se demande bien comment est-ce possible? Comment pouvez-vous préserver un pouvoir de performance musicale lorsque vous avez perdu pratiquement toute mémoire de votre vie ou mémoire autobiographique ou la mémoire de qui vous êtes. Et pourtant, vous restez ce que vous êtes. Vous avez toujours une identité de performance. J'ai vu cela dans d'autres domaines. J'ai récemment rencontré un acteur très éminent, amnésique, qui se souvient de très peu de choses de sa vie et a perdu beaucoup de ses connaissances générales. Mais toutes ses compétences d'acteur, qui sont excellentes, et son énorme répertoire shakespearien sont là. Et ce qui semble se produire ici, c'est que nous avons différentes formes de mémoire. Celle-ci, les psychologues l'appellent la mémoire procédurale.
Et là où la mémoire des événements et la mémoire des faits dépendent des réseaux du cortex cérébral et peuvent être détruits dans quelque chose comme Alzheimer, la mémoire de la performance est logée profondément dans le cerveau et le sous-cortex, ce que j'appelle les noyaux gris centraux, le cervelet. Et fondamentalement, cela vous reste à vie, c'est indestructible. Et bien que ce soit dans ces parties du cerveau primitif, cela ne veut pas dire que cela se manifeste de manière mécanique. Cela peut se manifester instinctivement. Ainsi, dès que nous avons commencé à solliciter Woody sur cette chose, il a pu y répondre. Mais toute sa sensibilité était là, tout au long de la performance. Donc, vous savez, après avoir vu quelqu'un comme Woody, j'ai le sentiment que nous devrions tous avoir une sorte de performance propre qui restera avec nous si nous perdons la tête. Et bien sûr, je suis à un âge où l'on est hanté par l'idée de perdre la tête. Et d'autres choses aussi. Oui, comme je l'ai dit, alors je pensais avoir perdu mes notes, mais non, je les ai retrouvées. Bien que j'ai grandi dans une famille de musiciens et que la musique soit personnellement importante pour moi, je dois en écouter tous les jours. Et j'ai un piano dont je dois jouer un peu tous les jours aussi. Je ne voudrais pas que quelqu'un entende ma musique, mais c'est nécessaire pour moi. Ce n'est qu'en tant que neurologue et médecin que j'ai été intriguée par la musique, lorsque j'ai vu les réactions de divers patients à cette dernière. Et cela a vraiment commencé dans les années 1960, avec les patients dont j'ai parlé plus tôt dans mon livre Awakening. Les patients profondément parkinsoniens qui étaient souvent incapables de faire le moindre mouvement ou de parler, qui étaient figés dans des postures étranges, mais que la musique pouvait libérer. Lorsque la musique était jouée, ils étaient capables de danser, de chanter, de bouger. Ils étaient apparemment libérés de leurs symptômes de Parkinson. Mais dès que la musique s'arrêtait, ils se figeaient, se courbaient et se remettaient à trembler. À cette époque, c'était à la fin des années 1960, j'ai connu le poète Howden, qui était lui-même un grand musicien. Il avait rédigé le livret de la flûte enchantée et de nombreux autres opéras. Et son père avait été médecin en Angleterre et l'un des premiers à décrire la maladie du sommeil, les symptômes. Et lorsqu'il est venu avec moi, il a été stupéfait par ce qu'il a vu. Et il a cité quelques vers du poète allemand Novalis qui disent « Toute maladie est un problème musical et tout remède une solution musicale ». Je veux dire que cela semblait être tout à fait pertinent en ce qui concerne la maladie de Parkinson, bien que je suppose que c'est une sorte de métaphore. De même, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, même s'ils ne sont pas très doués comme Woody Geist, reconnaîtront la musique et y répondront, quelle que soit la gravité de leur maladie. Et longtemps après avoir perdu les mots et la pensée logique, alors qu'ils peuvent être désorientés, vacillants, terrifiés, agités ou repliés sur eux-mêmes, la musique peut les attirer. Pour eux, il doit s'agir généralement de chansons familières. Chez les personnes atteintes de parkinsonisme, le rythme est très important. La musique n'a pas besoin d'être familière. Pour les personnes atteintes de démence, on va préférer une musique familière qui rappellera le passé, qui ramène une partie du passé avec elle, ses émotions et sa lucidité. Et pour les personnes atteintes d'Alzheimer, là encore, l'effet de la musique ne s'arrête pas immédiatement. L'effet peut se prolonger pendant quelques heures. Et assurément, dans les hôpitaux où je travaille, la musicothérapie est très importante.
J'ai également des patients qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien et qui ont perdu le pouvoir du langage et sont aphasiques. Mais il est intéressant de noter que, bien que certaines de ces personnes soient muettes et ne puissent pas prononcer un mot de langage courant, la plupart d'entre elles sont capables de chanter et parfois de chanter les paroles d'une chanson. En soi, c'est très rassurant car cela leur montre que le langage est toujours présent en eux, même s'il est apparemment verrouillé ou enfoui dans la musique. Des travaux fascinants ont été menés récemment. Il s'agit d'un travail très intense, mais il est possible, du moins chez de nombreux patients de ce type, d'utiliser le langage intégré dans les chansons pour permettre au cerveau de récupérer le langage et parfois de le faire avec l'hémisphère droit du cerveau, même si les zones du langage originel, les zones de parole de l'hémisphère gauche du cerveau ont été détruites. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction motrice ou émotionnelle immédiate à la musique, mais d'un acte très complexe d'apprentissage et de réorganisation dans lequel le cerveau est impliqué. La musique peut aussi avoir des effets négatifs. Je pense que tout le monde, même les personnes qui ont des difficultés à évoquer un air sur commande, ont des pensées musicales involontaires. Les airs leur passent par la tête. Je pense que l'on ne se rend pas toujours compte à quel point la vie mentale d'une personne est constituée de mélodies. Je ne m'en suis certainement pas rendu compte avant de commencer à écrire le livre et j'ai découvert que la musique me trottait dans la tête. Parfois, je pouvais, la plupart du temps, identifier la musique et trouver pourquoi elle me trottait dans la tête. Mais parfois, non. Parfois, c'était quelque chose dans un contexte immédiat, mais parfois, c'était un souvenir, une humeur, quelque chose que quelqu'un avait dit. Mais parfois, cette musique intérieure constante peut prendre une qualité pathologique et peut se répéter encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait perdu tout sens ou toute beauté qu'elle avait et elle se met en boucle et tourne encore et encore. Ce phénomène est quelque peu exploité par les créateurs de jingles publicitaires, de programmes télévisés et de chansons à thème qui sont conçus pour capter le cerveau, pour l'accrocher. Je pense que je les appelle des vers d'oreille, parce qu'ils se frayent un chemin dans le cerveau et poursuivent leur chemin. Si je peux le trouver ici, un de mes amis l'a décrit, Nick Yonis. Il m'a décrit comment il est devenu obsédé par la chanson « Amour et mariage », un air écrit par Jimmy Van Heusen. Une seule écoute de l'interprétation de Frank Sinatra, utilisée comme thème de la série télévisée Marié et deux enfants, a suffi pour captiver Nick. Il s'est retrouvé piégé par l'air de la chanson. Elle a tourné dans sa tête presque constamment pendant 10 jours. Avec une répétition incessante, elle a d'ailleurs vite perdu son charme, son rythme, sa musicalité et son sens. Elle interférait avec son travail scolaire, ses pensées, sa tranquillité d'esprit, son sommeil. Il a essayé de l'arrêter de plusieurs façons, mais sans succès. J'ai sauté sur place, j'ai compté jusqu'à 100. Je me suis aspergé d'eau sur le visage. J'ai essayé de me parler à haute voix en me bouchant les oreilles. Et cela s'est finalement estompé. Mais dès qu'il m'a raconté l'histoire, cela est revenu.
Il y a eu des études d'imagerie cérébrale fonctionnelle et pendant que les gens avaient ces choses, on peut voir une sorte de boucle d'activité impliquant les cortex auditifs et moteurs qui tournent en rond. Et ça devient vraiment une sorte de parasite musical électrique dans le cerveau. Et ces choses sont très contagieuses. Mark Twain a écrit une histoire fascinante dans les années 1870 à propos d'un tel verre d'oreille que quelqu'un a entendu en boucle après une seule audition. Et il a constaté que ça modifiait même sa démarche, ça l'empêchait de dormir. Il l'a finalement confessé à son pasteur et son pasteur a été infecté par le verre d'oreille. Et quand le pasteur a raconté l'histoire à sa congrégation, tout le monde a été infecté. Je veux dire que les vers d'oreille ont parfois été appelés des virus musicaux infectieux. Et je soupçonne que cela est très répandu parce que la musique est tellement omniprésente partout. Et je ne sais pas si c'est important, mais à New York, tous les magasins, tous les restaurants, tous les bars, toutes les salles de sport, toutes les piscines diffusent de la musique. Et vous ne pouvez pas demander qu'on l'éteigne. Les gens prennent cela comme une atteinte à leur productivité. Et bien sûr, tout le monde est branché sur son iPod. J'ai des sentiments mitigés à l'égard de certaines de ces merveilleuses technologies. Je veux dire qu'elles sont merveilleuses si elles sont utilisées de la bonne manière. C'est incroyable que dans un objet de la taille d'une boîte d'allumettes, on puisse avoir la meilleure musique du monde et l'entendre avec une qualité incroyable. Il y a un danger de l'écouter trop fort. Et en fait, il y a une épidémie naissante de surdité juvénile qui va probablement de pair avec les iPods. Les petites cellules ciliées dans l'oreille interne ne peuvent pas supporter autant. Et si vous mettez l'iPod, si vous le mettez assez fort pour effacer tous les bruits extérieurs à 90 ou 100 décibels, vous allez perdre l'ouïe. Mais aussi, s'il est à un volume de 90 ou 100 décibels, vous n'êtes pas conscient de la circulation. Vous n'êtes pas conscient de votre entourage. Et j'ai une expérience personnelle de ce genre de situation parce qu'il y a quelques mois, j'aime faire du vélo et il y a une piste cyclable spécifique à New York et j'y allais et il y avait une femme qui écoutait son iPod avec cet air terrible de concentration et de retrait, de désengagement que les gens peuvent avoir. Et j'ai activé ma sonnette de vélo, elle ne l'a pas entendue. J'ai une sonnette de vélo très fort, mais elle ne l'a pas entendue. J'ai un sifflet de police, elle ne l'a pas entendu. Et puis elle s'est déportée juste devant moi et j'ai dû freiner brutalement. Et je suis passée par-dessus le guidon. Ça n'est pas une bonne chose à 70 ans, même pas à 20 ans. Alors, méfiez-vous de la musique trop forte et trop prenante. D'ailleurs, on peut se demander ce qui va se passer parce que lorsque Mark Twain écrivait, on n'avait pas autant d'accès à la musique. Il fallait aller à l'église, il fallait aller à un concert, à moins d'avoir un piano à la maison ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, disons dans les années 1920 environ, il y a eu un saut quantique avec la radio et les enregistrements. Et maintenant, il y a un autre saut quantique avec les iPods et la musique partout. Il y a une chose qui me vient à l'esprit et que je n'allais pas mentionner, mais je pense que je vais le faire maintenant. Parmi les rares effets indésirables de la musique, c'est qu'elle peut produire des crises d'épilepsie chez certaines personnes. J'ai une patiente qui a été trouvée inconsciente, ayant mordu sa langue près de sa radio. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu'il passait une chanson napolitaine qu'elle aimait beaucoup, mais qu'elle a ensuite eu une sensation étrange, et c'est tout ce dont elle se souvenait. Personne n'a prêté attention à cette histoire, mais lorsqu'elle a eu une deuxième crise, elle était également associée à une chanson napolitaine.
Quoi qu'il en soit, cette femme vient d'une grande famille sicilienne. Les chansons napolitaines y sont toujours jouées, et en particulier lors des mariages familiaux. Et elle a environ 30 secondes pour se boucher les oreilles et s'enfuir. Dans son cas, il s'agit uniquement de chansons napolitaines, mais parfois cela peut se généraliser. Et il y avait un célèbre critique de musique russe, Nikonov, qui, à la fin du XIXe siècle, a eu une crise en écoutant un opéra de Rimsky-Korsakov. Tiens, un air de Korsakov, on va avoir une crise. Mais il a ensuite commencé à avoir des crises en réponse à d'autres musiques, puis dans la rue, de sorte que s'il entendait une fanfare militaire, il devait se boucher les oreilles et courir vers la porte la plus proche. Finalement, il a dû quitter Moscou et se rendre dans un petit village où il n'y avait que le caquettement des oies et le bêlement des vaches. Mais quoi qu'il en soit, ayant parlé de l'omniprésence de la musique, je ne peux m'empêcher de penser à cela. Mais il existe une situation beaucoup plus courante et j'ai correspondu avec ou vu littéralement des centaines de personnes souffrant d'hallucinations musicales. Dans ce cas, c'est différent d'avoir comme une musique qui tourne dans votre tête. Et lorsque vous avez une hallucination musicale, c'est « écoutez ça !» La personne est convaincue que la musique est réelle, qu'elle vient d'une source externe. Elle est indiscernable de la perception. On ne confond jamais l'imagination musicale avec la perception musicale. Vous savez que vos vers d'oreille sont vos vers d'oreille. Mais avec une hallucination musicale, vous êtes certain qu'elle vient d'une source de l'extérieur. Bien que vous regardiez autour de vous pour voir s'il y a un groupe, une radio, une télévision allumée. Et c'est seulement quand vous ne pouvez pas trouver une source extérieure, vous réalisez que quelque chose se passe dans votre tête. Vous avez une radio dans votre tête ou un iPod dans votre tête ou comme un homme des années 1890 l'a dit, une boîte à musique dans sa tête. C'est intéressant, la technologie de l'époque entre en quelque sorte toujours dans les métaphores que les gens utilisent. C'est très effrayant pour les gens et surprenant parce que normalement, on n'a pas d'expérience de l'hallucination. Et l'hallucination elle-même est un mot inquiétant à dire. Vous savez, d'entendre des choses. Est-ce que je deviens fou? Il est intéressant de noter que 9 personnes sur 10 qui ont des hallucinations musicales le gardent pour elles. Vous savez, nous pourrions faire un vote secret ce soir pour voir combien d'entre vous ont ça. Et si c'est secret, vous le confierez peut-être, mais même si vous ne le confiez pas à votre mari ou votre femme ou votre médecin ou n'importe qui d'autre. Ces hallucinations musicales, cependant, ne sont pas comme les hallucinations psychotiques. Elles ne sont pas comme entendre des voix. Si vous entendez des voix, les voix sont accusatrices, persécutrices, séductrices, peu importe. Elles s'adressent à vous et sont très effrayantes. Alors que la musique des hallucinations musicales est souvent des hymnes, des chansons populaires de l'enfance qui sont régurgitées par le cerveau pour une raison inconnue et qui sont jouées. Quelque chose comme 90, 85 ou 90% des personnes souffrant d'hallucinations musicales sont modérément ou sévèrement sourdes. Et il semble parfois qu'une nouvelle perte d'audition critique les déclenche. Le cerveau doit être actif et si les parties auditives du cerveau ne reçoivent pas assez d'informations par les oreilles, alors elles vont créer des sons par elles-mêmes, bien qu'il soit intéressant de noter que les sons qu'elles créent sont toujours de la musique. Ce ne sont pas des bruits pour la plupart et ce ne sont pas des voix. Je pense que je devrais peut-être vous lire. Ceci est une lettre qui m'a été envoyée. J'adore recevoir des lettres et du moins j'aime recevoir certaines lettres dans lesquelles les gens partagent leurs expériences. C'est un grand privilège et vous savez, je répondrai toujours et j'essaierai de voir la personne si je le peux. C'est donc une lettre qui date de 1995 de June B.,
une femme charmante et créative de 70 ans. Et elle m'a raconté ce qui lui arrivait et comment ça a commencé. En novembre dernier, alors que je rendais visite à ma sœur et mon beau-frère, au cours d'une nuit, après avoir éteint la télévision et m'être préparée à me coucher, j'ai commencé à entendre Amazing Grace, qui était chanté par une chorale encore et encore. J'ai demandé à ma sœur s'il n'y avait pas un service religieux à la télévision, mais il regardait le football du lundi soir ou quelque chose comme ça. Alors, je suis allée sur la terrasse, surplombant l'eau. La musique m'a suivie. J'ai regardé la côte tranquille et les quelques maisons éclairées et j'ai réalisé que la musique ne pouvait pas venir d'où que ce soit dans la région, mais était bien dans ma tête. Et puis elle m'a exposé ce qu'elle appelait sa playlist. Un autre de mes patients m'a parlé un jour de son jukebox intracrânien. Il est à noter que lorsque les gens ont cela, ils ne peuvent pas l'éteindre. Ça peut parfois passer d'un air à un autre s'il y a une certaine similitude de rythme ou de mélodie ou de thème. Quoi qu'il en soit, avec Madame B et sa playlist, à part Amazing Grace, elle entendait l'hymne de la République, l'Ode à la joie de Beethoven, la chanson à boire de la Traviata et A Tisket, A Tasket, et une version vraiment morne de We Three Kings of Orient Are. Un soir, poursuit-elle, j'ai entendu une interprétation splendidement solennelle de « Ce vieux MacDonald avait une ferme », suivie d'un tonnerre d'applaudissements. À ce moment-là, j'ai décidé que, comme je devenais manifestement complètement folle, je ferais mieux de consulter. Eh bien, elle a fait des recherches à ce sujet. C'est alors que j'ai commencé à lire que les personnes atteintes de la maladie de Lyme avaient parfois des hallucinations musicales, mais elle ne souffrait pas de cela. Elle a cherché en pharmacologie aussi, et elle a lu que les personnes qui prenaient trop d'aspirine pouvaient avoir de telles hallucinations. Elle a fait un examen médical et neurologique détaillé, et rien n'est apparu. De plus, elle n'était pas sourde. Je l'ai vue relativement récemment, et maintenant, ça fait 10 ans que cela dure. Elle y est assez habituée maintenant, ça n'a pas disparu, mais elle est parvenue à une sorte d'acceptation et c'est très intéressant que l'on puisse parvenir à un arrangement avec quelque chose comme ça. Je veux dire qu'il y a certaines personnes qui deviennent vraiment amoureuses de leurs hallucinations et chantent avec elles. Et elles peuvent enseigner aux hallucinations une nouvelle musique. Ce qui est mis en évidence par tous ceux qui ont ces hallucinations, c'est que non seulement elles sont perçues comme telles, mais qu'elles ont un degré de détail et de précision qui les étonne. Et nous n'aurions pas pensé que le cerveau contient des souvenirs aussi précis de la musique qui pourraient alors être joués comme cela. Parfois, cependant, la musique n'est pas si agréable. J'ai rencontré un autre homme qui, au départ, n'entendait de la musique que lorsqu'il était dans un avion. C'était comme une extension du bruit du moteur de l'avion. Mais à une certaine occasion, lorsqu'il est descendu de l'avion, la musique a continué. Et cela a duré depuis plusieurs semaines lorsque je l'ai vu. Et j'ai dit, eh bien, à quoi ressemble cette musique ? Et il a fait un geste de dégoût et a dit « tonal et ringard ». Et j'ai dit que c'était un choix étrange de qualificatif, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et il a dit que sa femme était une compositrice de musique atonale et que ses propres goûts étaient pour Schoenberg et qu'il avait vraiment des goûts élitistes plutôt élevés. Il était né en Allemagne dans les années 1920 et ce qu'il entendait, c'était tout d'abord des berceuses allemandes. Il a dit que c'était d'une douceur et d'une sentimentalité dégoulinante.
Mais elles étaient ensuite suivies de chants de marche nazis qui le terrifiaient parce qu'en tant que garçon grandissant à Hambourg dans les années 1930, vous savez, il avait toujours été la cible des jeunesses hitlériennes qui étaient prêtes à agresser un garçon juif comme lui. Mais ces musiques lui ont passé et après cela, il a commencé à entendre des morceaux de la 5e symphonie de Tchaïkovski. Mais il a dit que ce n'était pas à son goût non plus, trop émotionnel, rhapsodique. Parfois, les enfants peuvent aussi en souffrir. J'ai rencontré un garçon de 9 ans. Son père m'a raconté que lorsque son fils avait 4 ans, assis à l'arrière de la voiture, il se bouchait les oreilles et criait à son père d'éteindre l'autoradio alors qu'il n'était pas allumé. Il s'agit en fait d'un garçon très très doué musicalement et je suppose qu'à un très jeune âge, on n'est pas très conscient de ce qui est interne et externe. Il y a des récits intéressants de Tchaïkovski qui, enfant, disait « Enlève la musique de ma tête » ou quelque chose comme ça. Alors voilà, la sensibilité, la susceptibilité à la musique peut prendre cette forme étrange d'hallucination musicale. On m'a confié une montre ici et j'en ai une autre ici et je n'ai regardé ni l'une ni l'autre. Je suppose que je devrais terminer d'une manière ou d'une autre. J'ai abordé quelques sujets seulement. Mon livre comporte 29 chapitres et je serais parfaitement heureux de parler des 25 autres. J'y aborde toutes sortes de phénomènes, de l'oreille absolue au génie de la musique, la synesthésie, des gens qui perçoivent des couleurs ou des goûts quand ils entendent de la musique. Fondamentalement, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un théoricien de la musique et je ne suis pas vraiment un neuroscientifique, bien que je sois profondément intéressé par les nouveaux moyens de visualiser le cerveau lorsque les gens écoutent de la musique ou imaginent de la musique. En fait, je suis un physicien, un conteur et un naturaliste. Et pour mentionner un autre aspect de William James, en dehors des thèmes, il a écrit un autre livre intitulé « Les variétés de l'expérience religieuse » et d'une certaine manière, mon livre traite de certaines des variétés de l'expérience musicale, tout en étant lié, dans la mesure du possible, à ce qui se passe dans le cerveau. Je n'ai pas trop fait d'hypothèses, c'est ma force et mon étroitesse d'esprit. J'ai tendance à m'en tenir aux expériences que les gens m'ont racontées, aux expériences ponctuelles que j'ai eues moi-même, et j'ai ajouté quelques-unes de mes propres expériences musicales, y compris quelques hallucinations musicales. Stephen Pinker qualifie la musique de gâteau au fromage auditif. Il la considère à nouveau comme quelque chose de trivial, sans pertinence biologique, et comme une sorte d'accessoire du langage. Je ne suis pas d'accord pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, parce que la musique est si centrale et si importante dans toutes les cultures que nous connaissons, et elle l'est aussi pour la plupart des individus. Mais aussi, si l'on essaie de trouver certains éléments, il est important de se demander s'il existe des aspects de la musique qui ont leur équivalent dans le langage. Et il y a un élément qui me vient immédiatement à l'esprit et qui a trait au rythme et au battement et à la pulsation régulière de la musique. Une langue a un rythme et un tempo, mais il est d'une autre nature. Et le fait que nous suivions spontanément et irrésistiblement ce rythme, voyez les enfants danser en rythme, personne ne leur a appris, cela se produit spontanément. Vous ne pouvez pas, non, vous ne voyez jamais un chimpanzé danser pour exprimer sa tristesse intérieure.
Aucun autre animal que l'être humain ne se synchronise spontanément sur un rythme de cette manière. Et l'on soupçonne que c'est là le point de départ, cet aspect rythmique, cet aspect moteur rythmique qui est bien sûr l'aspect qui est si crucial pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, parce qu'elles ne peuvent pas bouger tant qu'elles n'entendent pas un rythme. Mais on peut penser que cela remonte à très longtemps et que cela a dû être très bénéfique parce que les gens dansent ensemble, ils chantent ensemble, ils jouent ensemble, ils chassent ensemble. Et le rythme a un grand pouvoir pour lier les gens et les synchroniser. Et donc même si, comme le dit James, il n'y a pas d'utilité zoologique, peu importe ce que cela signifie, il y a une énorme utilité culturelle. Darwin, d'ailleurs, pensait que la musique avait précédé le langage. Je pourrais peut-être le citer. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Darwin, oui. Là où William James n'avait qu'une phrase sur la musique dans l'ensemble de ses principes, Darwin a un chapitre entier sur la musique très fascinant dans l'évolution de l'homme et il se demande si les tons et les rythmes musicaux étaient peut-être utilisés par nos ancêtres semi-humains pendant la saison des amours, lorsque les animaux de toutes sortes sont excités non seulement par l'amour, mais par de fortes passions, de jalousie, de rivalité, de triomphe. Et Darwin a imaginé que la parole était apparue secondairement à la musique. Nous ne le saurons jamais. Mais nous pouvons être sûrs que la musique est centrale dans la vie humaine et qu'une énorme partie du cerveau lui est consacrée. Et c'est une grande merveille. Il n'y a pas d'autre art comme celui-ci. D'un côté, la musique n'a pas le pouvoir de décrire. On ne peut pas décrire un podium musicalement. Il n'y a pas de pouvoir de représentation, mais il y a un pouvoir extraordinaire d'évoquer des émotions, des humeurs, des états d'esprit, des pensées qui parfois ne peuvent pas être évoquées d'une autre manière. La musique va jusqu'au cœur de l'être, et je pense que c'est pour cela que l'on ne peut pas s'en passer. Eh bien, je pense que j'ai probablement rempli mon temps de parole maintenant, alors je vais vous remercier pour votre attention, et je vous attends si vous avez des questions. Merci.